Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Thread of You. Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'histoire mystérieuse de l'homme de l'espace de Cumberland. Cette histoire commence en mai 1954 au Royaume-Uni à Carlisle. Un samedi après-midi, un pompier nommé Jim Templeton décide d'emmener sa femme et sa fille en balade dans un parc près d'une crique nommée le golfe de Solwell. Lors de cette randonnée, il décide de s'arrêter pour prendre des photos de sa femme et de sa fille. Pendant qu'il essaye de prendre une de ces photos, il remarque que le troupeau de vaches à côté de lui semble très agité, mais il n'y prête pas plus attention que ça. Il va demander à sa fille, qui avait ramassé des fleurs tout au long de leur balade, de poser pour une photo avec ce petit bouquet. Puis il repart tranquillement et ne semble pas remarquer quoi que ce soit d'anormal. À l'époque, pour faire développer une photo, il faut aller directement chez un professionnel. C'est pourquoi il va attendre une semaine avant de pouvoir faire développer ses photos. Parmi toutes les photos qu'il avait prises ce jour-là, il remarque que sur l'une des 3 photos qu'il a prises de sa fille, une anomalie semble apparaître. Sur les 2 premières photos, on ne voit rien, mais sur la 3e photo, on remarque une anomalie en arrière-plan, un homme portant une combinaison blanche. Pour trouver des réponses, Jim va décider d'envoyer cette photo au journal local. Le journal va décider d'écrire un article et de publier sa photo. L'article va faire grand bruit dans les médias, et beaucoup d'entre eux qualifieront l'homme comme venant de l'espace et n'étant pas du tout de notre planète. Ils vont le renommer l'homme de l'espace de Cumberland. Les sceptiques vont essayer de débunker cette photo en disant que l'homme en arrière-plan n'est rien de plus qu'un simple agriculteur. Toutefois, Jim va rappeler qu'il n'a vu personne sur le moment et que l'homme n'est ni présent sur la première photo ni sur la 3e, il est présent seulement sur la 2e photo et c'est ça qui est très étrange. D'autres diront que la photo a été retouchée, mais les logiciels permettant cela n'existent pas encore à l'époque, il est donc beaucoup plus compliqué de fake une photo. Quoi qu'il arrive, cette photo va déclencher une tempête médiatique et beaucoup de personnes vont commencer à poser des questions sur une potentielle vie extraterrestre. Peu de temps après cet incident, Jim Templeton va recevoir une étrange visite de 2 hommes en noir, dit les Men in Black. Ces 2 hommes vont se faire passer pour des agents du gouvernement et lui poser des questions sur où a été prise la photo et ce qu'il faisait ce jour-là. Suite aux réponses un peu évasives de Jim, les 2 hommes vont lui demander de se rendre directement sur les lieux pour pouvoir leur montrer l'endroit exact où a été prise la photo de sa fille. Sur le trajet, Jim va se rendre compte de quelque chose de très étrange. Les 2 hommes ne s'appellent pas par leur prénom mais par des numéros. Une fois arrivé sur les lieux où a été prise la photo, Jim commence à se poser des questions et leur demande de leur présenter une carte officielle. Non seulement les 2 hommes ne présenteront aucune carte, mais en plus de cela, ils diront qu'ils travaillent pour le gouvernement de Sa Majesté. Les 2 hommes posent des questions, enquêtent, et c'est à ce moment-là qu'ils vont poser une question très étrange à Jim. Où était le 2e homme en combinaison blanche? Cette question interpelle Jim, parce qu'il n'a jamais vu de 2e homme en combinaison. Sauf que les agents du gouvernement vont insister sur la présence de ce 2e homme. Jim, devant ce comportement de plus en plus agressif, décide de ne plus coopérer. Les 2 hommes décident alors de laisser Jim sur place et de partir dans la forêt sans ne dire un mot de plus. Jim ne les revit plus jamais et n'entendit plus jamais parler des 2 hommes. Malgré le bruit qu'a fait cette histoire à l'époque dans les médias et toutes les questions qui ont été posées au gouvernement, jamais aucune réponse viable n'a été apportée à cette histoire. À l'époque, la société qui a développé la pellicule a même proposé une récompense pour toutes les personnes qui arriveraient à débunk cette photo, car pour eux, il est impossible que la photo a été truquée. Notre histoire commence le 3 septembre 1965 au New Hampshire aux États-Unis. Après avoir passé la soirée avec sa copine, Norman Muscarello va décider de rentrer chez lui. Il est 2 h du matin, il est un peu fatigué et décide donc pour rentrer plus vite de faire de l'autostop. Mais l'espoir de rentrer chez lui ne va pas durer, car il est très difficile à 2 h du matin de se faire prendre en autostop. Il est donc seul sur la route, et tout à coup, il va se passer quelque chose d'incroyable. Il va voir une espèce de lueur, et passant souvent par ce chemin, il sait que cette lueur est très anormale. Mais même s'il trouve cette lumière bizarre, il va se dire qu'il est tard et qu'il est sûrement fatigué. Non loin de là, à environ 10 km, l'agent Bertrand finit sa ronde et rentre au commissariat pour faire son rapport. Durant son rapport, il va expliquer qu'il est tombé sur une femme sur le bas-côté de la route et que ça lui a pris environ un quart d'heure pour la calmer. Cette femme déclarait avoir été poursuivie par un objet non identifié avec des lumières rouges. Sauf que Bertrand et ses collègues n'y croient pas du tout, et vont plutôt mentionner cela comme une blague. À environ 8 km de chez lui, Norman va de nouveau remarquer cette lumière étrange. Il distingue 5 lumières qui clignotent de façon très précise. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Et ainsi de suite. Tout en continuant à marcher le long de la route, Norman va remarquer que cette lumière va se rapprocher de lui. Plus de panique, il est persuadé que cette lumière vient pour lui. Il va alors se retourner et commencer à courir. Durant sa course, il va se retourner et remarquer que l'objet est très proche de lui. Il va alors sauter pour éviter que l'objet ne le percute. Lorsqu'il est au sol, il va lever la tête et voir l'objet reprendre de la hauteur et disparaître derrière les arbres.
Il a vraiment peur pour sa vie. Il va alors se relever et à ce moment-là va voir des phares d'une voiture. Il décide alors d'arrêter la voiture coûte que coûte et demande à l'homme de l'emmener directement au commissariat le plus proche. Une fois arrivé au commissariat, il va raconter les faits à l'agent de police qui va l'accompagner sur les lieux. Ils vont se garer à l'endroit exact où se sont passés les faits. Sauf que rien ne se passe et il n'y a rien dans le ciel. L'agent Bertrand est un ancien pilote de l'armée américaine. Il va donc rester très sceptique. Il va poser de nombreuses questions à Norman pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un avion. Mais Norman Muscarello est formel. Il ne s'agit pas d'un avion et l'objet est passé vraiment très proche de lui. Malgré tout, le poste de police va ordonner à l'agent de fouiller la zone avec Norman. Mais après plusieurs minutes de recherche, l'agent de police ne va rien trouver. Il va donc demander au poste s'il peut rentrer. C'est à ce moment-là que les animaux aux alentours vont commencer à s'agiter. Les chevaux vont hurler, les chiens vont aboyer. Alors l'agent et Norman vont décider de courir vers les animaux. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont voir un objet décollant du champ et se rapprocher d'eux. L'objet se rapproche de plus en plus, et l'agent va pouvoir distinguer sa forme. Il déclara que l'objet était rond et avait environ un diamètre de 12-13 mètres, soit l'équivalent d'une grange. L'agent, pris de panique, va alors dégainer son arme et demander du renfort. Après plusieurs minutes, l'agent Hunt arrive à son tour, et même s'il arrive au moment où l'objet repartait, il déclara que les lumières qu'il a vues ne ressemblaient à rien qu'il ne connaissait. De plus, Norman est persuadé que c'est le même objet qu'il a vu précédemment dans la soirée. L'objet qui a pris de la hauteur est parti rapidement vers le Hampton. La police n'a donc pas les moyens de le suivre. Ils prennent donc la décision de rentrer au poste. Ils vont décider d'appeler le commissariat des Hamptons. Il va alors déclarer que de nombreux témoignages d'objets non identifiés a été signalés. Deux de ces témoins sont des agents de police, ce qui rend leur témoignage très crédible. Et l'objet qu'ils vont signaler ressemble étrangement à ce qu'a vu Norman et l'agent Bertrand. À la suite de ces témoignages, l'armée de l'air américaine va décider de faire une enquête sur cette histoire et va rappeler tous les témoins pour leur poser des questions. Malgré toute cette enquête, l'armée de l'air ne pourra jamais prouver qu'il s'agissait de l'un de leurs avions. Ils vont donc déclarer l'objet comme non identifié. Renato Nicolai est un immigré italien qui habite à Trans-en-Provence, un petit village dans le sud de la France. C'était au mois de janvier et il faisait un peu froid. Il était dans son jardin en train de fabriquer un petit abri pour sa citerne de jardin, quand soudain, il entend un léger sifflement. C'est un endroit isolé, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'usine, rien qui pourrait faire ce genre de bruit aux alentours. Intrigué, il va commencer à scruter le ciel à la recherche de ce bruit. C'est à ce moment-là qu'il va voir un objet de forme ovale. Cet objet se déplaçait dans sa direction. Et ce qui était étrange, c'est qu'il n'y avait pas de flamme ni échappement, rien qui n'indiquait comment l'objet se déplaçait. Nicolai comprit tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un avion. L'objet descendait très vite dans sa direction. Il se demande alors si l'objet va atterrir ou plutôt s'écraser dans son jardin. L'objet le dépasse, il l'a quasiment vu atterrir dans son jardin. Il est persuadé que l'objet s'était écrasé. Craignant pour sa vie, il court et veut se mettre à l'abri. D'un coup, il entend un bruit sourd, mais pas aussi fort que si c'était un crash. Il comprend alors que l'objet a sûrement dû atterrir dans son jardin. Curieux de savoir ce qui s'est passé sur sa propriété et s'il y a des dégâts suite à l'atterrissage de cet objet, il décide donc de se mettre à la recherche du lieu d'atterrissage. Après plusieurs minutes, il découvre un objet de forme ovale d'un diamètre d'environ 2 mètres sur une hauteur d'1,50 m. Il semble distinguer deux éléments dépassés de cet objet, un espèce de train d'atterrissage. Nicolai prend alors la décision de se rapprocher pour en savoir plus sur cet objet mystérieux. Il ne savait pas du tout ce qu'il était en train d'observer, mais ce qui était sûr, c'est qu'il n'avait jamais vu ça auparavant. Puis, tout à coup, le bruit de sifflement recommence. L'objet commence à se déplacer en diagonale avec un angle de 45 degrés. Il s'élève jusqu'à un certain point, puis reste en suspension durant quelques minutes. Il n'y a toujours pas de flamme et aucun système de propulsion apparent. L'objet continue de s'élever, pivote à 45 degrés, puis part dans le ciel à toute vitesse. Ce soir-là, Nicolai va raconter cette histoire à sa femme, mais très sceptique, elle ne va pas le croire. Toutefois, le lendemain soir, sa femme prend la décision d'appeler la gendarmerie pour qu'ils viennent enquêter. Les gendarmes qui se sont rendus sur place ont découvert 2 cercles concentriques, et le sol semblait altéré. Ils ont donc prélevé des échantillons de sol et de végétaux. Le GEPAN, l'organisme qui s'occupe de tous les témoignages d'OVNI en France, est également venu enquêter et prélever des échantillons de terre et de végétaux qui se trouvaient aux alentours du cercle concentrique. Ces échantillons ont été envoyés et analysés par un laboratoire compétent. Les résultats étaient très étonnants. Les végétaux présentaient une forte réduction de leur teneur en chlorophylle, un peu comme si les plantes avaient subi un vieillissement prématuré. Ce fait est généralement perçu à la suite d'une forte exposition aux radiations. Le sol, quant à lui, avait subi une réaction chimique particulière. Cette réaction chimique n'apparaît seulement quand la température dépasse les 600 degrés. Cette température correspond au type de chaleur émis par les rayonnements d'un micro-ondes. Mais les scientifiques ne comprennent pas comment l'objet aurait pu se déplacer à l'aide de micro-ondes. Toutefois, suite à ces découvertes, l'affaire a fait grand bruit dans les médias français. Et les ufologues continuent à enquêter sur cette étrange affaire d'OVNI.
Il est minuit et Laura Sinclair décide de promener son chien. Au bout de quelques mètres, le chien commence à s'agiter et à aboyer. Laura est surprise car son chien ne fait jamais cela. Puis tout à coup, elle entend une espèce de bourdonnement. Elle cherche donc à savoir d'où vient le bruit. Mais son chien s'agite de plus en plus et réussit à s'enfuir. C'est à ce moment-là qu'elle va voir un objet étrange dans le ciel. Cet objet tourne sur lui-même et fait du surplace. Tout à coup, l'objet commence à s'approcher d'elle. Toute panique, Laura va alors décider de courir chez elle et raconter ce qu'elle a vu à son père. Toute la famille est présente, mais même s'ils sont sceptiques, ils vont sortir dehors voir ce qui se passe. Ils scrutent le ciel, et tout à coup, ils ne croient pas ce qu'ils voient. Ils voient un objet faisant des mouvements saccadés et prenant des directions différentes. Aucun avion ne peut faire cela. Ils diront que l'appareil faisait environ 200 mètres de diamètre. De plus, son père était un ancien officier de l'armée de l'air et déclara qu'il n'avait jamais vu rien de tel auparavant. Alors peut-être que c'était un aéronef secret, mais le gouvernement britannique n'a jamais rien révélé à ce sujet. Après plusieurs minutes, l'objet va se déplacer de façon linéaire. Laura et son père vont donc décider de poursuivre l'objet à l'aide de la voiture familiale. Durant leur poursuite, ils vont s'apercevoir que l'objet circulaire va changer de forme pour devenir triangulaire. Ils ne savent pas si c'est un problème de perspective ou si l'objet a réellement changé de forme. Puis, à un moment, l'objet va perdre de l'altitude. Le père de Laura va donc décider de s'arrêter près d'un champ. Il est persuadé que l'objet a atterri dans ce champ. Mais à la surprise générale, et après plusieurs minutes de recherche, il ne trouve rien, et décide donc de rentrer chez eux. Non loin de là, à la base aérienne de Chambéry, le caporal Charles Burton va voir une anomalie sur son radar. Un objet non identifié se dirige rapidement vers la base. L'objet se rapproche si rapidement qu'il décide de regarder par la fenêtre pour voir s'il peut l'observer. Et effectivement, il voit deux lumières dans le ciel. Il se dit que ça pourrait être une manœuvre d'urgence ou une mission dont il n'est pas au courant. Mais il prend quand même la décision d'alerter le service d'urgence de la base aérienne. Une fois l'équipe d'intervention d'urgence prévenue, il va prendre la décision d'aller voir par lui-même. Et au fur et à mesure qu'il se rapproche des lumières, il va décerner un objet derrière ces lumières. Mais tout à coup, un puissant faisceau lumineux est projeté vers le sol. Le rayon est tellement puissant que le caporal va prendre ça comme une menace. Il va donc rappeler l'équipe d'urgence. Le rayon lumineux va scanner l'intégralité de la base aérienne, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Puis, à un moment, le rayon lumineux va se rétracter progressivement, ce qui est contraire à toutes les lois de la physique. Le caporal déclara qu'il n'avait jamais vu rien de tel auparavant, alors qu'il avait 8 ans d'expérience dans l'armée de l'air. Au total, on recensera plus de 40 signalements d'objets non identifiés ce soir-là. Tous ont fait l'objet d'une enquête approfondie par le ministère de la Défense britannique. Des rumeurs ont laissé sous-entendre qu'il pourrait s'agir d'un objet expérimental de l'armée américaine. Mais jusqu'à présent, le gouvernement américain a toujours démenti ce fait. Dans le rapport final fourni par la Défense britannique, il est clairement stipulé que l'objet qui volait ce soir-là n'était pas identifiable. À la récréation, Jonathan joue un peu à l'écart. Il est en train de jouer au ballon, lorsqu'il remarque une forme étrange, mais il n'y prête pas plus attention. La cloche de l'école retentit, alors il se dirige vers sa classe. À un moment, il décide de se retourner, et revoit cette forme étrange dans le ciel. L'objet se trouve assez loin, mais il fait du surplace. Bob Affel est professeur de l'école, et il remarque que l'élève a l'air perturbé. Alors il regarde dans le ciel, et voit cette forme étrange se déplacer. Il y a plusieurs aérodromes autour de l'école, alors ils savent très bien à quoi ressemble un avion. Puis, tout à coup, l'objet semble disparaître. Ils ne savent pas s'il s'est déplacé trop rapidement pour qu'ils le voient ou s'il a tout simplement disparu. Ils sont choqués et perturbés, mais décident de retourner dans l'école. Le lendemain matin, tous les élèves de l'école parlent de ce qu'a vu Jonathan. Et c'est à ce moment-là qu'un élève va regarder par la fenêtre et voir cette forme étrange. Alors, il va prévenir tous les autres élèves de l'école. Mais cette fois-ci, ce n'est pas exactement la même chose. L'objet semble nettement plus près. Il est à environ 200 mètres et il n'a pas l'air d'être venu seul. Il y a un très gros objet suivi de deux plus petits. Stupéfaits, les enfants n'arriveront jamais à décrire ce qu'ils ont vu. Le plus gros objet semble en vol stationnaire au-dessus des arbres, et tout à coup, ils disparaissent un à un. Cette observation n'aura pas duré plus de 30 secondes ou une minute. Mais les enfants, surexcités par ce qu'ils viennent de voir, décident de sortir de la classe pour aller voir de plus près ce qu'il se passe. Arrivés dans la cour, et après plusieurs minutes de recherche, l'objet semble réapparaître. Et les enfants vont raconter quelque chose d'incroyable. Ils diront avoir vu l'objet rentrer et disparaître dans un arbre. Puis, après quelques minutes, il semble ressortir de l'arbre et réapparaître. L'arbre n'a absolument pas bougé, et il n'y a aucun impact. C'est comme s'il avait absorbé l'objet puis recraché l'objet. Les enfants sont stupéfaits devant ce qu'ils viennent de voir, mais ils ne s'arrêtent pas là. Il monte jusqu'à une certaine hauteur, prend de la vitesse et disparaît. Curieux de savoir ce qui vient de se passer, les enfants vont poser énormément de questions au professeur. Sauf que celui-ci, n'ayant pas de réponse, va tout simplement les ramener en classe. Généralement, les gens sont très sceptiques quand il y a des enfants impliqués dans une affaire d'OVNI. Sauf que cette fois, ils sont très nombreux, et il y a également des professeurs. De plus, beaucoup de témoins diront avoir vu énormément de militaires ce jour-là. Et les militaires auraient interrogé 3 instituteurs qui se trouvaient sur les lieux ce jour-là. Les témoignages sont disponibles gratuitement sur internet, vous pouvez donc aller les consulter pour vous faire votre avis par vous-même. Pour finir, le lendemain, les journaux locaux rapporteront également d'autres témoignages d'observation d'OVNI ce jour-là. Ces témoignages étaient très similaires.
3 objets étaient à chaque fois impliqués. Par la suite, le projet Blue Book, une commission de l'armée de l'air américaine, déclara qu'il s'agissait simplement d'un hélicoptère en train d'effectuer des manœuvres. Mais les différents témoins, élèves et professeurs rejetteront catégoriquement ce fait-là. Comme dit précédemment, plusieurs aérodromes se trouvent à proximité et savent pertinemment reconnaître un hélicoptère. Plus de 40 ans après les faits, les témoins vieillissent et commencent à raconter leurs témoignages sur internet. Alors peut-être aurons-nous de nouvelles réponses sur cette affaire. George est responsable de ranch depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'il doit prendre soin du bétail et s'assurer de sa sécurité. À cette époque, il doit faire très attention au vol de bétail car cela est très répandu. Un soir, George va se faire réveiller par ses bêtes. Elles semblent très agitées. Alors, il va sortir pour voir ce qui se passe et a l'impression que leur plus belle jument est très effrayée. On sait que les animaux sont plus sensibles que nous et qu'ils peuvent ressentir des choses que nous ne ressentons pas. C'est à ce moment-là que George va entendre un espèce de bourdonnement venant du ciel. Alors, il va essayer de chercher d'où provient le bruit, et il va voir un objet se déplaçant à très basse altitude près du ranch. Sur le coup, il ne pense pas voir un ovni, mais plutôt un hélicoptère. L'objet semble se diriger vers un très grand enclos. Par peur de se faire voler son bétail, il va monter sur sa moto et aller voir ce qui se passe. En s'approchant de ses bêtes, George va remarquer quelque chose de très étrange. Elles sont couvertes de bave, semblent très effrayées et semblent vouloir s'échapper. Soudainement, il revoit l'objet qu'il était en train de traquer. Il est au-dessus de l'un de ses réservoirs d'eau. Et c'est à ce moment-là que George va s'apercevoir qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Cet objet avait un diamètre d'environ 10 mètres sur une hauteur de 5 mètres. Tout à coup, l'objet a sorti un espèce de tuyau et l'a plongé dans le réservoir d'eau. C'est à ce moment-là que George commence à se sentir confus et remarque que sa montre ne fonctionne plus. Mais l'objet ne s'arrête pas là. Tout à coup, il va émettre un bruit assourdissant et des espèces d'ondes qui vont percuter John. George raconte avoir perdu le contrôle de son corps et est tombé au sol. Il n'a pas perdu connaissance et continue à voir tout ce qui se passait, mais il ne pouvait faire plus aucun mouvement. Après plusieurs minutes, l'objet reprend de la hauteur et George semble sentir une espèce de chaleur autour de lui. L'objet s'éloigne progressivement du réservoir et George semble pouvoir récupérer des capacités de son corps. Très confus, il racontera être resté plusieurs minutes seul dans la nuit, à observer le ciel. Mais l'objet ne revint jamais, alors il prit la décision de rentrer chez lui. Le lendemain, pour s'assurer que tout ça n'était pas une simple hallucination, George décida d'aller vérifier le réservoir d'eau. Mais celui-ci ne contenait plus aucune goutte d'eau. De plus, après cet incident, John est tombé très malade, comme s'il avait été exposé à des radiations. Des échantillons de sol ont été prélevés et analysés par un laboratoire compétent, mais les résultats n'ont rien donné de probant. Un autre témoin rapportera des faits similaires. Il racontera avoir vu un objet circulaire non loin de là où se trouvait John. Malgré l'enquête, aucune réponse ne sera jamais apportée à George, et nous ne saurons jamais ce que George a réellement vu ce soir-là. Henri Laurent est un biologiste français qui était en train de travailler dans son jardin lorsque tout à coup il entendit un espèce de bourdonnement provenant du ciel. Curieux, il observe le ciel et remarque une espèce de lumière. L'objet semble se déplacer de manière très étrange et produit un son assez anormal, mais il n'y prête pas plus attention que cela. Il retourne à son occupation et continue d'arroser ses plantes. Sauf qu'après plusieurs minutes, le bruit semble de plus en plus fort. Il lève alors la tête et remarque que l'objet se tient juste au-dessus de lui. C'est à ce moment-là qu'il s'aperçut que l'objet ne ressemblait à rien de ce qu'il n'avait vu auparavant. De plus, l'objet semble descendre en direction de Henri. Alors, il va prendre la décision de se mettre à l'abri dans sa propriété. Il va voir l'objet continuer de descendre et s'arrêter à environ 1 mètre du sol. Au bout de quelques minutes, Henri, curieux, décide d'aller voir de plus près ce qu'il se passe. Biologiste et chercheur, il veut comprendre ce qu'il a sous les yeux. Plus il se rapproche de l'objet, plus il se rend compte que l'objet ne dégage aucune chaleur et qu'il n'y a aucun système de propulsion apparent. L'objet semble en lévitation à 1 mètre du sol, et il ne comprend pas comment cela est possible. Il va alors observer l'objet sous différents angles. À un moment, il dira même qu'il a voulu le toucher, mais il a eu peur de s'électrocuter. Il préfère alors aller chercher son appareil photo. Et en revenant, lorsqu'il essaye de prendre la photo, celui-ci ne se déclenche pas. Même s'il avait déjà eu des problèmes auparavant avec cet appareil, il dira que là c'était différent et qu'il avait une sensation étrange. C'est à ce moment-là que l'objet a brusquement repris de la hauteur et s'est envolé dans le ciel. Henri était bouleversé et il n'avait jamais rien vu de semblable. Il décide alors de courir chez lui pour rappeler la gendarmerie. Une fois la gendarmerie sur place, il raconte son histoire et les gendarmes vont prélever des échantillons de sol. Le GEPAN, l'organisme en charge de tous les événements liés aux ovnis en France, va également mener son enquête et prélever des échantillons de sol. Les échantillons seront envoyés à un laboratoire compétent et analysés. Les résultats rapporteront quelque chose de très étrange. Les plantes semblaient affectées uniquement à la surface, c'est-à-dire que les racines n'avaient rien et semblaient intactes. De plus, le rapport conclut qu'il aurait fallu un champ électromagnétique très puissant pour reproduire ce phénomène. Pour finir, le rapport du GEPAN conclut que l'objet qui était présent ce jour-là ne sera jamais identifiable. Ce n'était ni un avion, ni un aéronef de l'armée française.
Dans un coin isolé au sud-est du Brésil, 3 hommes décident de rentrer par effraction sur une propriété afin de pêcher. Les hommes savent qu'ils jouent gros, car 2 d'entre eux sont des policiers, et s'ils se font attraper, ils seront révoqués. Ils avaient donc conscience d'enfreindre la loi, et étaient attentifs au moindre bruit. Toutefois, c'était sur un terrain agricole, et ils possédaient le plus grand lac de la région. De plus, les 3 hommes étaient déjà venus la veille pour poser des filets. Ils passaient aujourd'hui récupérer seulement leur prise. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Ils étaient en train de relever leur filet quand tout à coup, ils aperçoivent une petite lumière au loin. Les 3 hommes vont immédiatement penser qu'il s'agit de la lumière du gardien de la propriété. Ils ont peur de se faire attraper, mais ce qu'ils vont voir défie toute logique. La boule de lumière va s'élever et dépasser les arbres. Ces boules de lumière sont souvent observées dans la région, et les 3 hommes pensaient être face à une légende locale. La légende raconte qu'il pourrait s'agir de lumière provenant du ciel, ou d'une réincarnation du diable. De plus, la légende raconte que ces boules de lumière projettent un faisceau lumineux sur les gens, qui les vide de leur sang et de leur énergie vitale. Les habitants de la région les ont surnommés Mère de Dieu. Les 3 hommes sont donc effrayés et partent se cacher dans les roseaux les plus proches. Mais les choses prennent une tournure encore plus terrifiante. Ils vont s'apercevoir que la boule de lumière est en train de se diviser. Ils voient à présent 3 lumières dans le ciel, et ces orbes lumineuses ont l'air de se diriger vers eux. Alors, les hommes commencent à courir, mais les lumières s'approchent de plus en plus, et brusquement, elles vont projeter un faisceau lumineux sur eux. Les 3 hommes se retrouvent paralysés et ne peuvent plus rien faire. Après plusieurs minutes, les boules de lumière reprennent de la hauteur et disparaissent dans le ciel. Les pêcheurs retrouvent leur capacité. Effrayés, ils courent alors le plus vite possible pour rentrer chez eux. Mais arrivés à la voiture, le moteur refuse de démarrer. Il semble qu'il y a un problème d'essence. Alors les pêcheurs vont prendre tous les risques et taper chez le propriétaire pour savoir s'il ne peut pas l'en prêter un peu. Ils savent qu'ils viennent de commettre une infraction, mais ils avaient tellement peur que les objets reviennent qu'ils étaient prêts à tout pour rentrer chez eux. Au cours de la conversation avec le propriétaire, il se rend compte qu'il a vu également une lumière dans le ciel ce soir-là. Il leur explique que ce phénomène arrive assez régulièrement et qu'ils n'y prêtent pas plus attention. Mais les hommes vont se rendre compte d'une autre chose très étrange. Leur montre ne fonctionne plus, et ils apprennent qu'il est déjà 4 h du matin, alors qu'ils pensent qu'il est seulement minuit. 4 heures viennent de s'écouler, et aucun d'entre eux savent ce qu'il s'est passé. Pour eux, cela a duré seulement quelques minutes. Après ça, les 3 hommes vont enfin pouvoir rentrer chez eux, et prévenir les autorités. Mais quelques temps après, chacun d'entre eux va tomber gravement malade. Les 3 hommes auront également des problèmes respiratoires, sans qu'aucun examen médical ne puisse expliquer cela. Pour finir, le gouvernement dit qu'il s'agissait simplement d'un avion provenant d'un aérodrome proche de la propriété. Mais de nombreux témoins déclareront avoir vu également ces lumières ce soir-là. De plus, tous les aérodromes aux alentours déclareront n'avoir fait voler aucun avion ni aucun hélicoptère ce soir-là. Dans une petite localité au nord-ouest de Montréal, Maurice et sa femme sont invités chez des amis. Ils laissent donc leur fils et leur fille chez eux pour qu'ils puissent garder la maison. Yvan a 13 ans et il garde régulièrement ses 2 sœurs. Comme tous les soirs, il est très calme et regarde la télé. Sauf qu'il commence à se faire tard et décide de mettre ses 2 sœurs au lit. Seulement 20 minutes plus tard, les 2 filles dorment et la maison est très calme. Mais c'est à ce moment-là qu'il va entendre un gros bruit, suivi d'un espèce de bourdonnement. Yvan ne sait pas ce qui s'est passé. Il se dit qu'il a peut-être laissé la lumière allumée, ou que ce sont ses sœurs. Il décide donc de descendre dans le salon voir ce qui s'est passé. Mais il ne trouve rien. De plus, le bruit semble venir de l'extérieur, et son chien semble très agité et aboyer. C'est à ce moment-là qu'il va remarquer une lumière provenant de sa salle de bain. Il sait que ses sœurs sont en train de dormir. Il a donc peur de tomber sur un cambrioleur. Mais pour protéger ses sœurs, il va prendre son courage à 2 mains et ouvrir la porte de la salle de bain. Il se rend compte alors que la lumière ne vient pas de sa salle de bain, mais en face de chez lui. Il se rapproche alors de la fenêtre de sa salle de bain et observe cette lumière étrange passer au-dessus des arbres. Elle semble se rapprocher de sa maison. Le jeune homme a peur, mais il est curieux et reste devant la fenêtre pour observer le phénomène. Tout à coup, l'objet semble projeter un espèce de faisceau lumineux au sol. Le faisceau se balade, comme s'il cherchait quelque chose. Puis, à un moment, ce faisceau va frapper le visage du jeune homme. Et Yvan est désorienté, il ne voit plus rien et tombe au sol. Mais après quelques minutes, il semble retrouver ses esprits et se relève. Il observe alors que l'objet change de forme et est recouvert maintenant d'un voile lumineux. Soudainement, l'objet semble s'apprêter à partir. Le voile lumineux disparaît, un bruit retentit comme si un moteur semblait se déclencher, et l'objet part à toute vitesse. Yvan regarde cette lumière disparaître en quelques secondes dans le ciel. Effrayé, il va alors immédiatement appeler ses parents pour leur raconter ce qui vient de se passer. Maurice et sa femme sont donc rapidement rentrés à la maison, et ont trouvé Yvan dans un état de panique extrême. De plus, et ce pendant plusieurs jours, le jeune homme avait des rougeurs dans les yeux, et aucun examen médical a expliqué comment cela était possible. Un groupe d'ufologues québécois s'est penché sur le sujet et a essayé d'enquêter, mais ils n'ont trouvé rien de plus que des impacts bizarres en haut des arbres. Pour finir, d'autres témoins rapporteront avoir vécu le même phénomène quelques jours plus tard.
Mais beaucoup de gens n'apporteront aucun crédit au témoignage de Ivan et diront qu'il s'agissait simplement d'un hélicoptère. Dans le sud du Michigan, Frank Manor rentre chez lui après une balade nocturne avec son chien. Arrivé sur le palier de sa ferme, Frank se retourne et voit une espèce de lumière étrange dans le ciel. Mais il ne va pas y prêter plus attention que ça et est pressé de rentrer chez lui pour voir sa femme et son fils. Une fois chez lui, il va directement se mettre devant la télé avec son fils et regarder une série de science-fiction. Tout à coup, le chien commence à aboyer et semble très agité. Alors Frank et son fils vont décider d'aller voir ce qui se passe. Et une fois dehors, Frank va regarder dans le ciel et de nouveau voir cette espèce de lueur étrange dans le ciel. Et cette lumière se dirige droit vers le sol, comme si elle allait s'écraser. Mais ce qu'ils vont voir est encore plus étrange. Cette lumière va commencer à ralentir et à s'arrêter juste au-dessus des arbres. Alors, curieux, Frank et son fils vont décider d'aller voir ce qui se passe. Non loin de là, 2 agents de police vont recevoir un coup de fil d'un témoin qui est en train de voir ce qui se passe. Les 2 agents, très sceptiques, vont prendre cela pour une blague, mais ils vont quand même aller voir ce qui se passe. Et c'est en arrivant près de la ferme que les 2 agents vont se rendre compte qu'il ne s'agit pas du tout d'une blague, et qu'il y a bien quelque chose d'étrange juste au-dessus des arbres. Alors, ils vont aller voir ce qui se passe de plus près, et s'enfoncer dans le marais. Après plusieurs minutes, les 2 groupes vont voir quelque chose d'étrange. Un espèce d'objet planant au-dessus du marais. Il a la taille d'une petite voiture et projette une lumière au sol. Cette lumière est tantôt bleue, tantôt rouge, tantôt blanche. Mais tout à coup, toutes les lumières vont s'éteindre et l'objet va disparaître sous leurs yeux. Puis, après quelques minutes, il va réapparaître dans le ciel pour de nouveau disparaître et réapparaître à quelques mètres. Il va faire cela pendant plusieurs minutes, ce qui va effrayer les 2 groupes. Mais à un moment, l'objet va passer très proche des 2 policiers. Alors, ils vont tenter de le suivre. Mais l'objet va trop vite. Les 2 agents décident alors d'appeler du renfort. Frank et son fils, quant à eux, sont bouleversés et décident de rentrer chez eux. La police va envoyer 6 véhicules supplémentaires pour essayer d'apercevoir et intercepter cet objet. Mais leurs efforts seront vains, car l'objet ira trop vite. Certains d'entre eux diront l'avoir vu, mais ils ne pourront pas le suivre plus de quelques minutes. Et après plusieurs heures de poursuite, ils décideront de rentrer au commissariat. Plusieurs témoins appelleront dans la soirée pour dire qu'ils ont aperçu le même phénomène. Et quelques jours plus tard, l'US Air Force décide d'envoyer un astronome et ufologue sur le lieu de l'incident. Après plusieurs jours d'enquête, il conclura que le phénomène était un simple incident créé par des gaz du marais. Mais quelques années plus tard, il décidera de revenir sur son témoignage et dira que c'est l'armée qui l'a obligé à dédramatiser la situation. Dans le sud de la France, Yves Prignan, directeur du lycée d'Oloron, rentre chez lui pour déjeuner. Il habite une petite maison sur le campus du lycée. Alors, il ne va mettre que quelques minutes pour rentrer chez lui. Arrivé chez lui, il va retrouver sa femme et ses enfants. Ils vont se mettre à table pour déjeuner. Sauf qu'à ce moment-là, l'un de ses fils va regarder par la fenêtre et voir un objet étrange dans le ciel. Il va alors appeler toute la famille pour observer ce phénomène. L'objet se déplace de manière très étrange au-dessus du campus. Il utilise des trajectoires qu'un avion ne pourrait pas suivre. Ni un hélicoptère d'ailleurs. Intrigué, Yves va alors aller chercher ses jumelles pour voir de plus près ce qu'il se passe. C'est un espèce de cylindre en forme de cigare. Il n'a jamais rien vu de tête dans le coin. Puis à un moment, l'objet va se mettre en vol stationnaire au-dessus du campus du lycée. Et des petits objets vont se mettre à apparaître. Ces petits objets ressemblent à des nuages et semblent flotter dans les airs. C'est à ce moment-là qu'ils vont voir un phénomène encore plus étrange. Le plus gros objet va commencer à dégager une espèce de matière dans les airs. Alors toute la famille va prendre la décision d'aller voir de plus près ce qu'il se passe. Ils vont sortir de chez eux et se rendre dans le campus. Une fois dehors, ils voient cette étrange matière tomber lentement au sol. Ils voient également qu'ils ne sont pas les seuls à observer le phénomène. De nombreux étudiants et professeurs sont dans le campus en train d'observer le phénomène. Certains professeurs essaient de comprendre ce qu'est cette matière et vont donc commencer à essayer de la toucher. La matière qui tombe au sol est solide et fibreuse. Elle dégage également une espèce de lumière ou lueur. L'un des professeurs va alors tenter une expérience. Il récupère de la matière, la met au bout d'un bâton, puis lui met feu. Il se rend compte alors que c'est un très bon combustible. D'autres professeurs vont également vouloir tenter des expériences. Sauf que seulement après quelques minutes, la matière va totalement disparaître. Les objets vont également se mettre à se déplacer de manière très étrange, puis prendre une direction et se déplacer très rapidement. L'un des derniers témoignages dira l'avoir vu à plusieurs kilomètres, près de Toulouse. Une des théories rapportées après ce phénomène dira qu'il s'agissait simplement d'araignées en train de migrer grâce au vent. Mais tous les témoins présents ce jour-là réfuteront totalement cette théorie. De plus, les toiles d'araignée ne s'évaporent pas de cette manière. 5 jours plus tard, dans le terme, le même phénomène s'est produit, sauf que cette fois des scientifiques ont pu récolter un peu de matière pour l'analyser. Ils démontreront qu'il s'agit d'une matière que nous ne connaissons pas et que nous n'arrivons pas encore à fabriquer. Ils appelleront alors cette matière les cheveux d'ange. Pour finir, de nombreux témoins rapporteront avoir vu le phénomène,
Mais le gouvernement français ne réagira jamais à ce sujet. Après une dure journée de travail, Lance John décide de rejoindre deux amis, Mike et Stephen, pour se détendre un peu. Ils sont à l'extérieur en train de fumer des cigares et boire quelques bières, lorsque Mike remarque tout à coup des lumières étranges dans le ciel. Il décide alors de prévenir ses amis pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'une hallucination. Mais arrivé à son niveau, les deux amis vont également observer un phénomène très étrange dans le ciel. Steve est un ancien pilote. Il se rend donc immédiatement compte qu'il ne s'agit pas d'un aéronef, et qu'il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Il y a 4 lumières. Elles sont rouges, et toutes ont la taille d'une pleine lune. De plus, il n'y a aucun bruit de moteur. À seulement 20 km de là, un agent de police se dirige vers sa voiture, lorsque lui aussi va observer ce phénomène dans le ciel. Il voit 4 lumières en train de scintiller. Elles sont rouges et clignotent les unes après les autres. Il va alors immédiatement prendre la décision de courir chez lui pour prévenir sa femme et son fils pour qu'ils viennent observer également le phénomène. Il veut s'assurer d'avoir des témoins pour être sûr qu'il ne soit pas le seul et qu'il puisse rapporter cela plus tard. Mais lorsqu'il va ressortir de chez lui, l'agent observera qu'il n'y a plus de lumière dans le ciel. Ils vont donc attendre quelques minutes. Et ils ont raison, car ces lumières vont réapparaître, mais cette fois-ci, elles sont de couleur blanche. Sa femme, paniquée, va alors rentrer chez eux, mais son fils et lui vont rester là et observer le phénomène. Ces lumières blanches se déplacent de manière très étrange, elles suivent une trajectoire qu'aucun avion ne pourrait suivre. Pendant ce temps-là, Steve et ses amis vont se rendre compte que les lumières deviennent de plus en plus vides, et eux aussi vont voir que les lumières deviennent blanches. Mais ils observent quelque chose en plus. Il y a un espèce de filament blanc entre chaque lumière, comme un arc électrique. Il faut savoir que ce sont souvent des éléments rapportés lors d'observations d'OVNI. Mike est terrifié, et va alors prendre la décision de courir à sa voiture pour pouvoir rentrer chez lui. Mais c'est à ce moment-là que toutes les lumières vont commencer à bouger très rapidement pour se regrouper et partir rapidement dans une direction dans le ciel. Puis, seulement quelques minutes après, ce seront deux F-16 qui iront dans la même direction. 2 semaines plus tard, ce seront plus de 500 habitants qui se regrouperont pour parler du phénomène. Et plus de 200 d'entre eux enverront leur déclaration au MUFON, qui est une organisation qui s'occupe de tous les phénomènes d'OVNI. Les plus sceptiques diront qu'il s'agissait simplement de fusées éclairantes et téléguidées. Mais ce type de matériel, à la pointe de la technologie, n'est généralement pas utilisé dans des régions habitées. Pour finir, après avoir nié son implication pendant longtemps, l'US Army reviendra sur ses déclarations et dira qu'il s'agissait d'un simple essai, avec plus de 10 F-16. Mais Robert Powell, un ancien analyste radar à la retraite, analysera les données radar de ce soir-là et dira qu'il y avait un objet non identifié qui s'est déplacé à plus de 300 km/h dans la région. Plusieurs témoins diront également qu'il était impossible qu'il s'agisse de fusées éclairantes téléguidées, car elles ne changent pas de couleur et ne peuvent pas se déplacer de telle manière. Un soir d'orage, et un jeune homme, que nous appellerons Dr X pour préserver son anonymat, était en train de soigner une vilaine blessure qui venait de se faire et qui l'oblige à boiter. Sa femme est en train de dormir pendant que son fils commence à se réveiller et commence à pleurer. Le Dr X va attendre un peu, mais l'enfant pleure de plus en plus, et convaincu que c'est l'orage qui est en train de l'effrayer, il va aller voir ce qui se passe. Arrivé dans la chambre de son fils, il remarque qu'il regarde par la fenêtre, mais se préoccupe pas plus de cela. Il va alors essayer de le calmer progressivement. Et c'est à ce moment-là qu'il entend un espèce de claquement provenant de son salon. Pensant qu'il s'agissait simplement d'un volet qui était mal fermé et qui claque à cause du vent, il va descendre pour voir ce qui se passe. Effectivement, il y a bel et bien un volet qui n'est pas fermé. Mais une fois qu'il l'a fermé, il se rend compte que le claquement continue et provient du rez-de-chaussée. Par peur qu'il s'agisse d'un cambrioleur, il va prendre son courage à deux mains et aller voir ce qui se passe. Mais en passant devant une fenêtre, il va se rendre compte que l'orage n'est pas comme d'habitude et que les lumières réagissent de manière très étrange. Et en se rapprochant de la fenêtre, il se rend compte que le bruit vient de l'extérieur. Il commence alors à observer le phénomène et se rend compte que les lumières semblent avoir un rythme. Curieux, il va alors prendre la décision de prendre son carnet et se diriger dans son jardin pour observer le phénomène de plus près. Le Dr X, très scientifique, prendra des notes très précises sur ce qu'il a vu ce soir-là. Il parlera de 2 vaisseaux en forme de soucoupe, avec un espèce de champ magnétique qui les relie. Il dira que c'est comme si les 2 objets étaient en train de se nourrir de l'atmosphère et se partager l'énergie. Une sorte de rayon lumineux émane d'en dessous de chacun des vaisseaux, comme s'ils cherchaient quelque chose. Mais au bout d'un moment, après seulement quelques minutes d'observation, le Dr X rapportera que les 2 objets se sont rapprochés pour ne former plus qu'un seul objet. Le rayon s'est vu alors décuplé. L'objet s'est alors dirigé dans la direction du Dr X. Et il a projeté le puissant faisceau lumineux sur le docteur.
Il rapportera qu'il était plongé dans une lumière et qu'il ne voyait plus rien. Terrifié, il se jeta au sol. Et après plusieurs minutes, un bruit retentit. Et les lumières disparaissent. C'est en relevant la tête que le Dr X observera une espèce de gaz en train de se propager dans le ciel. Il va alors prendre la décision de rentrer chez lui pour raconter à sa femme ce qu'il vient de voir. Mais elle va s'apercevoir de quelque chose d'encore plus étrange et que l'homme n'avait pas vu. Le Dr X ne boite plus et sa blessure a totalement disparu. Pour finir, le célèbre ufologue Aimé Michel publiera un compte-rendu avec les différents témoignages du même événement ce soir-là. Il rapportera également qu'un étrange triangle est apparu sur l'abdomen du docteur, avant de disparaître quelques mois plus tard. C'est la fin de cette première saison de Thread OVNI, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez des histoires que vous voulez que je traite dans la saison 2, c'était Kick on Fire, peace out.